On vous a répété toute votre vie que l'homme descend du singe. Et que la preuve, c'est l'ADN. 98% identique, donc forcément un ancêtre commun. Mais personne ne vous a expliqué ce que signifie réellement ce chiffre. Parce que 98%, ça impressionne. Mais ça ne dit absolument rien sur la filiation. La vérité, c'est que deux choses peuvent partager 90%, 95%, 98% de leurs éléments et n'avoir aucun lien d'origine. La Bible et Moby Dick partagent 97% des mêmes lettres. Mozart et la Macarena utilisent 100% des mêmes notes. Un gâteau au chocolat partage 95% d'ingrédients avec un gâteau au citron. Un iPhone et un drone contiennent les mêmes matériaux. Et pourtant, ce ne sont ni la même histoire, ni la même musique, ni la même recette, ni la même technologie. Ce n'est pas la ressemblance des composants qui prouve une origine. C'est l'organisation, l'intention, la structure. Alors, l'homme descend-il vraiment du singe ? Ou bien a-t-on confondu un pourcentage avec une preuve ? Bienvenue dans L'homme ne descend pas du singe, mais de la banane. Une enquête scientifique et biblique. Chapitre 1. Le mythe des 98%. Ce que ce chiffre ne dit pas. On vous a probablement déjà affirmé que l'homme descend du singe, et que la preuve scientifique, c'est ce fameux chiffre, 98% d'ADN en commun. C'est un chiffre qui impressionne. Et c'est précisément pour cela qu'il est souvent mal compris. Parce qu'en réalité, 98% ne signifie pas même origine. 98% ne signifie pas descendance. 98% ne prouve rien du tout. Pourquoi ? Parce que l'ADN n'est pas une généalogie. L'ADN est un alphabet. Il utilise 4 lettres biologiques. A, T, C, G. Toujours les mêmes, chez tous les êtres vivants. Et lorsque deux êtres vivants partagent 98% de leur ADN, cela signifie simplement qu'ils utilisent presque les mêmes lettres, pas qu'ils racontent la même histoire. Prenez un simple exemple. Si deux textes utilisent le même alphabet, cela ne dit rien sur l'auteur du texte, ni sur l'origine du récit, ni sur la relation entre les deux histoires. C'est pareil pour l'ADN. Ce n'est pas la quantité de lettres partagées qui compte, mais l'ordre dans lequel ces lettres sont assemblées, leur fonction, leur rôle, leur structure. Deux êtres vivants peuvent partager presque toutes leurs lettres biologiques et n'avoir aucun lien de filiation. L'argument 98% d'ADN commun égale descendance est donc scientifiquement faux. C'est une simplification qui n'explique rien et qui ne démontre rien. Mais alors, pourquoi ce chiffre a-t-il été autant popularisé ? Que disent vraiment les scientifiques ? Et surtout, qu'a dit Darwin lui-même ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Chapitre 2. Darwin. Ce qu'il a dit et ce qu'il n'a jamais dit. Avant d'aller plus loin, il faut remettre les choses à leur place. On cite Darwin partout. On l'utilise pour justifier des idées qu'il n'a jamais enseignées. On ternit ou on idolâtre sa pensée sans la connaître. Alors remettons la vérité au centre. Darwin n'a jamais dit « l'homme descend du singe ». Il n'a jamais dit « l'homme partage 98% d'ADN avec le chimpanzé ». Et il n'a jamais parlé de pourcentage génétique. Pour une raison simple, l'ADN n'avait pas encore été découvert. Les chromosomes, inconnus. Les gènes, inconnus. La biologie moléculaire, inexistante. Darwin ne pouvait donc ni parler d'ADN, ni calculer le moindre pourcentage. Alors, que disait-il réellement ? Darwin observait des choses simples, des variations, des adaptations, des différences d'un individu à l'autre et d'un environnement à l'autre.
Il proposait une idée. Les espèces évoluent avec le temps, elles changent, elles s'adaptent. Et il reconnaissait lui-même: la question des origines premières dépasse mon domaine. Darwin n'a jamais affirmé que l'homme descendait du singe moderne. Il parlait plutôt d'un ancêtre hypothétique, non décrit, et il restait prudent. Ce sont les générations suivantes, journalistes, vulgarisateurs, militants, manuels scolaires, qui ont simplifié sa pensée en un slogan: l'homme descend du singe. Puis, plus tard, avec la découverte de l'ADN, on a ajouté un nouveau slogan: 98% de similarité égale parenté. Darwin n'a jamais cautionné cela. Il n'aurait même pas pu le comprendre, puisque ces outils n'existaient pas. Alors pourquoi cette idée s'est-elle imposée? Parce qu'elle est simple. Parce qu'elle fait un bon titre de journal. Parce qu'elle donne une illusion de preuve. Mais elle n'a rien de scientifique. Et surtout, elle n'a rien à voir avec Darwin. Maintenant que nous avons clarifié cela, une question se pose. Si Darwin n'a jamais parlé d'ADN, que signifie réellement cette similarité des séquences? C'est ce que nous allons découvrir au chapitre suivant. Chapitre 3. L'ADN, un alphabet, pas un arbre généalogique. On vous a répété que l'homme partage 98% de son ADN avec le singe. Mais personne ne vous a expliqué ce que signifie réellement ce chiffre. Et voici la vérité, simple et fondamentale. L'ADN n'est pas une histoire. Ce n'est pas une preuve d'origine. L'ADN est un alphabet. Il contient seulement 4 lettres. A, C, G, T. Ces lettres forment des mots, des phrases, des séquences. Et toute la vie sur Terre utilise le même alphabet. Alors forcément, plus 2 organismes sont complexes, plus ils ont de fonctions similaires, plus ils utiliseront les mêmes lettres et les mêmes outils biologiques. Mais cela ne prouve rien sur leur ascendance. Pourquoi? Parce que ce qui fait la différence, ce n'est pas les lettres, c'est l'organisation, la forme, la structure, l'intention. C'est pareil pour l'ADN. L'homme peut partager 98% de lettres avec le chimpanzé, 95% avec un cochon, 50% avec une banane, et même 70% avec un escargot. Sans être un escargot, un cochon ou une banane. Parce que la similarité des composants n'indique pas la parenté. 2 livres peuvent partager 97% des mêmes lettres et être totalement opposés. 2 musiques peuvent partager 100% des mêmes notes et pourtant n'avoir aucune ressemblance. 2 recettes peuvent utiliser exactement les mêmes ingrédients et produire des plats que tout oppose. De la même manière, 2 êtres vivants peuvent partager un alphabet biologique sans jamais descendre l'un de l'autre. Ce que révèle l'ADN, ce n'est pas notre origine, mais la signature d'un même auteur, utilisant un alphabet universel pour créer des formes différentes. Alors la question n'est plus « Pourquoi partageons-nous des pourcentages d'ADN ?», mais plutôt « Comment cet alphabet unique peut-il générer une telle diversité ?» C'est ce que nous allons explorer au chapitre suivant. Chapitre 4. Ce qui distingue vraiment l'homme, au-delà de la génétique. On peut comparer les lettres de l'ADN autant qu'on veut. On peut compter 98%, 95%, 90%. Mais ces pourcentages ne disent rien sur ce qui fait l'humanité. Parce que l'homme ne se définit pas par ses molécules, ni par ses protéines, ni par ses séquences biologiques. Ce qui fait l'homme n'apparaît pas dans un microscope. Ce qui fait l'homme, aucun singe, aucun animal, aucun primate ne peut l'imiter. Voici ce que la génétique ne mesure pas. Un chimpanzé peut apprendre quelque chose, mais ses descendants devront tout réapprendre. L'homme, lui, transmet tout,
ses outils, ses méthodes, ses découvertes, ses lois, ses erreurs, sa mémoire, son histoire. Nous accumulons le savoir, nous l'empilons, nous construisons sur les générations précédentes. C'est pour cela qu'en quelques siècles, nous sommes passés du silex à l'électricité, à Internet, à l'intelligence artificielle. Les animaux, eux, n'ont jamais quitté leur point de départ. 2. La capacité symbolique. L'homme crée des concepts que rien n'oblige à exister. La justice, la liberté, la honte, le pardon, le bien, le mal. Ces réalités n'existent pas dans la nature brute. Elles existent parce que l'homme les conçoit. Aucun animal ne parle de justice. Aucun animal ne juge ses actes. Aucun animal ne médite sur le sens de son existence. 3. La conscience morale. L'homme sait qu'il existe, et il sait que ses actes ont un poids moral. Nous nous demandons, quel est le sens de ma vie? Ai-je bien agi? Qu'est-ce qui est juste? Que devient mon âme? Aucun chimpanzé, même le plus intelligent, ne s'assoit pour réfléchir à son destin éternel. 4. La créativité. L'homme compose des symphonies, des poèmes, des architectures, des films, des théories scientifiques. L'animal imite, l'homme invente. 5. Le langage abstrait. Un singe communique. L'homme, lui, parle. Nous manipulons des idées, des symboles, des hypothèses, des métaphores. Nous discutons de ce qui n'existe pas encore. Nous planifions l'avenir. Nous racontons le passé. Nous bâtissons des mondes imaginaires. 6. La spiritualité. Que l'on soit croyant ou non, un fait est incontestable. L'homme cherche Dieu, cherche le sens, cherche à comprendre sa place dans la création. Les animaux ne prient pas, ne spéculent pas, ne s'inquiètent pas de leur âme. Conclusion du chapitre. Deux êtres peuvent partager 98% des mêmes lettres biologiques et n'avoir rien en commun dans ce qui fait leur essence. Si l'ADN était suffisant pour définir l'homme, nous serions des singes améliorés. Mais ce n'est pas ce que nous observons. L'humanité est un être unique, capable de transmettre, de créer, de projeter, de réfléchir, de juger, d'aimer et de se demander d'où elle vient. Ce qui distingue l'homme n'est pas biologique, c'est ontologique, c'est spirituel. C'est exactement ce que la Bible enseigne. L'homme n'est pas seulement un organisme, il est une personne, un être porteur d'images, un être façonné pour le sens, la relation et la vérité. Et cela, aucun pourcentage d'ADN ne pourra jamais l'expliquer. Chapitre 5. Pourquoi 2% de différence change absolument tout? On entend souvent « l'homme et le singe n'ont que 2% de différence, donc nous sommes presque identiques ». C'est faux, et surtout, c'est une incompréhension totale de ce que représente un pourcentage génétique. En biologie, un pourcentage ne mesure pas la parenté, il mesure les briques, pas les plans. Et les 2% qui nous distinguent ne sont pas des détails, ils sont tout. 1. Ces 2% gouvernent la manière dont tout le reste fonctionne. Dans l'ADN, il y a des gènes, des interrupteurs, des régulateurs, des programmes qui pilotent l'activation ou l'inactivation d'autres gènes, des séquences qui organisent l'embryon, le cerveau, les hormones, le langage, la mémoire, le visage. Les différences entre l'homme et le singe ne se trouvent pas dans les pièces détachées.
mais dans la programmation qui utilise ces pièces. Deux ordinateurs peuvent avoir la même carte mère, la même RAM, les mêmes composants, et pourtant l'un peut être une simple calculatrice et l'autre un superordinateur. Ce qui change tout, le logiciel. Chez l'homme aussi. Les 2% qui nous distinguent allument des gènes chez nous et les éteignent chez le singe. Modifient la taille du crâne, organisent le cortex, permettent la parole, déclenchent la pensée abstraite, modifient l'énergie du métabolisme cérébral, réécrivent la mémoire, rendent possible l'imagination, l'art, la morale, la foi. Ce ne sont pas 2%, ce sont des océans de différence. 2. Même une petite différence change un être vivant en une autre espèce. C'est invisible pour le grand public, mais en biologie, 1% de différence peut séparer deux espèces. 2% peut séparer deux familles entières du vivant. Et même, deux espèces de grenouilles peuvent être séparées par 0,2% d'ADN. Deux espèces de fourmis peuvent différer de 0,1%. Deux types de bactéries diffèrent de 0,01%. Alors imaginez que 2%, ce n'est rien. C'est juste ignorer la réalité de la génétique. Troisième, ce sont ces 2% qui nous rendent d'humains. C'est grâce à eux que nous parlons, nous écrivons, nous faisons l'art, nous construisons des villes, nous inventons la musique, nous enseignons, nous transmettons l'histoire, nous cherchons Dieu, nous prions, nous créons des civilisations. Aucun singe ne bâtit une cathédrale. Aucun singe ne compose un psaume. Aucun singe ne transmet sur plusieurs générations une éthique, une morale, une foi, une histoire. Parce que cette différence de 2% n'est pas une marge, c'est une frontière. Quatrième, le pourcentage génétique n'explique rien de notre humanité. Un pourcentage ne peut pas mesurer la conscience, le langage articulé, la créativité, la capacité à aimer, la culture, la capacité à croire, la recherche spirituelle, la justice, le pardon, la moralité. Tout cela dépasse totalement la biologie. Nous ne sommes pas 98% singes, nous sommes 100% humains. Chapitre 6. La Bible n'a jamais dit que l'homme descend du singe. Depuis plus de 100 ans, certains ont voulu faire dire au texte que l'homme serait simplement un animal parmi d'autres, un descendant plus avancé d'un primate ancien. Mais le livre de la Genèse ne dit jamais cela, et ne l'implique nulle part. Le texte trace une frontière nette entre l'homme et l'animal, non par mépris du vivant, mais par définition ontologique. L'homme appartient à une catégorie unique. Cette distinction repose sur des mots précis, des versets précis, et des concepts que l'hébreu éclaire avec une force incomparable. Section 1. Genèse 2, verset 7. L'homme est façonné. Genèse 2, verset 7 déclare « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre ». Le verbe utilisé est « yatzar ». Il signifie modeler, façonner, sculpter intentionnellement. C'est le terme utilisé pour un potier qui travaille son œuvre. Ce verbe n'est jamais utilisé pour les animaux. Pour eux, le texte utilise « bara » et « asa », des verbes qui signifient créer ou produire. L'homme n'est pas produit, il est façonné. Section 2. La poussière, une image spirituelle non biologique. Lorsque le texte dit « Dieu forma l'homme de la poussière »,
Le mot poussière, afar, signifie fragilité, humilité, mortalité. Genèse 3, verset 19. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Le Premier Testament insiste sur la condition fragile de l'humain. Le Deuxième Testament reprend cette idée avec le mot grec koikos, qui signifie terrestre, périssable. La poussière n'est pas un matériau biologique, c'est une déclaration théologique. L'homme ne possède pas la vie par lui-même, il la reçoit, et il ne contrôle même pas ce souffle. Comme le dit l'Ecclésiaste, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Nous ne décidons ni du premier souffle, ni du dernier. Section 3. Dieu insuffla un souffle unique. Genèse 2, verset 7 poursuit. Dieu insuffla dans ses narines le souffle de vie. Le texte hébreu dit Nishmat Hayim. Ce terme est réservé à l'homme. Les animaux, eux, sont appelés Nefesh Haya, des âmes vivantes. Mais ils ne reçoivent jamais la Nishmat, le souffle directement issu de Dieu. La traduction grecque utilise Pnoé Zoès, un terme associé à la vie d'origine divine. L'homme ne reçoit pas seulement une vie biologique, il reçoit un souffle céleste. Section 4. L'image et la ressemblance. Genèse 1, verset 27-27 déclare « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Image se dit tselem, ressemblance se dit démout. Ces termes ne s'appliquent qu'à l'homme. Les animaux sont créés selon leurs espèces, les minéous. L'homme, lui, est créé selon Dieu. Section 5. L'homme possède un esprit unique. Le texte affirme que l'homme reçoit un rouar, un esprit capable de penser, de discerner, de moraliser, de rechercher Dieu, de transmettre un héritage culturel. Le Deuxième Testament utilise pneuma, qui désigne la conscience profonde et l'intelligence spirituelle. Aucun animal ne reçoit cela. Section 6. L'homme transmet le savoir. Différence fondamentale, l'homme accumule et transmet ce qu'il apprend. Les animaux, non. Un castor construit comme il y a 5000 ans. Une abeille danse comme au temps d'Abraham. Un chimpanzé utilise un bâton comme au temps de Noé. L'animal répète, l'homme améliore. Nous possédons outils, écriture, tradition, science, mémoire collective. Cette capacité n'est pas seulement biologique, elle est spirituelle. Elle vient du rouar. Conclusion du chapitre 6. Le texte ne dit jamais que l'homme descend du singe. Il affirme l'inverse. L'homme est façonné, Yadzar. Il reçoit un souffle divin, Nishmat Hayim. Il porte l'image et la ressemblance de Dieu, Tselem, Demout. Il possède un esprit, Rouar. Il porte la pensée de l'éternité, Olam. Il transmet le savoir de génération en génération. La biologie montre des pourcentages. L'écriture révèle une nature. L'homme n'est pas un animal amélioré. Il est une créature voulue, façonnée, inspirée, mandatée. Chapitre 7. Ce que la science moderne affiche réellement sur l'évolution humaine. Pendant plus d'un siècle, une idée s'est imposée dans l'esprit du public, que l'homme descend du singe. Non pas parce que la génétique l'affirmait, non pas parce que Darwin l'avait démontré, mais parce que, dans le climat culturel du début du XXe siècle, on voulait construire une vision du monde où Dieu n'avait plus sa place. Entre 1900 et 1950, avec la montée du positivisme, la laïcisation des États et le rejet du religieux dans l'espace public, on a vulgarisé une version simplifiée et fausse de l'évolution. Une version qui servait l'idéologie, pas la science. Mais aujourd'hui, les données publiées entre 2020 et 2024 racontent une toute autre histoire.
et cette histoire va exactement dans le sens opposé. Section 1. Les biologistes ne parlent plus d'un arbre, mais d'un buisson complexe. Le généticien Michael Tomasello explique: la lignée humaine ne peut plus être représentée sous forme d'un arbre. Les données actuelles décrivent un buisson complexe, avec des branches parallèles. Il n'existe donc aucune lignée simple menant du singe moderne à l'homme moderne. Le modèle populaire enseigné depuis des décennies s'est effondré. Section 2. Le génome humain est trop complexe pour une filiation simple. Une étude publiée dans la revue Science en 2020 est conclue: les données génomiques actuelles révèlent une structure profondément complexe, incompatible avec une évolution linéaire. Aucune progression directe, aucune chaîne singe vers homme. La génétique moderne détruit la vision simpliste du XXe siècle. Section 3. Le mythe des 98% d'ADN. Richard Buggs démontre: le chiffre de 98% est un mythe populaire. La similarité réelle dépend des régions comparées et des méthodes utilisées. Et David Reich ajoute: la similarité génétique ne dit rien de l'histoire évolutive réelle. Un pourcentage n'est pas une preuve d'origine. La génétique ne raconte pas d'où l'on vient. Elle décrit seulement la matière dont nous sommes faits. Section 4. L'être humain possède une singularité inexpliquée. Stanislas Dehaene affirme: le saut cognitif humain est brutal, récent et scientifiquement inexpliqué. Aucun modèle évolutionnaire ne le décrit correctement. Dans la revue Nature, Mark Changizi conclut: aucune espèce ne possède la capacité symbolique humaine. Le cerveau humain n'a pas d'équivalent. Cela concerne le langage articulé, la pensée abstraite, l'art, la planification, la conscience morale et la transmission cumulative du savoir. Les animaux apprennent. L'homme, lui, transmet, enrichit, améliore. C'est un phénomène unique. Section 5. Les fossiles montrent une mosaïque, pas une chaîne. Joao Zilao explique: les fossiles dits intermédiaires appartiennent à des branches parallèles, pas à une lignée directe vers l'humain moderne. Il existe une diversité, mais pas de progression continue, pas d'ancêtre unique reliant les espèces. Synthèse scientifique. Les données modernes affirment: l'homme ne descend pas du singe moderne. 98% sont un mythe. L'évolution humaine n'a pas été linéaire. La complexité génétique humaine est exceptionnelle. Le fossile intermédiaire n'existe pas réellement. Les capacités humaines n'ont aucun équivalent évolutif. La transmission culturelle cumulée est propre à l'homme. La génétique ne prouve aucune filiation avec les primates. L'homme apparaît comme une singularité biologique. Et plus la science avance, plus elle redécouvre, sans le dire explicitement, que l'homme n'est pas un accident. Fred Hoyle déclare: l'origine de la vie apparaît comme un acte délibéré d'une intelligence. Francis Collins affirme: le langage de l'ADN est la signature d'un auteur. Paul Davies reconnaît: l'univers semble réglé avec une précision qui suggère un dessin. Et même Stephen Hawking admettait: les lois de la physique semblent extraordinairement ajustées. Ces scientifiques ne prêchent pas, ils constatent. Le hasard ne suffit pas. La vie porte les traces d'une intention, d'un projet, d'un auteur. Et ce que la science moderne redécouvre aujourd'hui, le texte biblique l'affirmait déjà. L'homme n'est pas le produit du chaos, ni le descendant d'un animal, mais une créature voulue et exceptionnelle. Conclusion. Et si nous n'étions ni singes, ni bananes? Après plus d'un siècle de débats,
La science moderne finit par dire ce que la Bible affirmait déjà. L'homme n'est pas le fruit du hasard, ni le cousin d'un primate, ni un assemblage de gènes sans but. Les chercheurs parlent aujourd'hui d'un cerveau unique, d'une conscience symbolique sans équivalent, d'une organisation qui défie les modèles évolutionnistes. Ils découvrent un langage biologique si précis, si cohérent, qu'il ressemble à une écriture. Et toute écriture suppose un auteur. Pendant longtemps, on a voulu chasser Dieu du laboratoire. On a voulu expliquer la vie sans la vie. Mais à mesure que la science avance, le hasard recule et la question du sens revient. Non, l'homme ne descend pas du singe. Et si certains tiennent à se mesurer en pourcentage, alors qu'ils se souviennent qu'ils partagent aussi 50% de leur ADN avec la banane, 75% avec l'escargot et 95% avec le cochon. Autrement dit, si nous sommes faits des mêmes lettres, ce n'est pas pour nous comparer, mais pour nous rappeler que l'auteur est le même. L'homme, lui, n'est pas un accident. Il est une intention, une pensée incarnée, une œuvre signée. Et c'est bien là la leçon ultime. La science explore comment la vie fonctionne. La Bible révèle pourquoi elle existe. Nous ne descendons pas du singe. Nous venons de l'esprit. Et c'est ce souffle-là qui fait de nous des êtres vivants.